Hello, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Un épisode, enfin, j'allais dire à part parce que principalement maintenant je fais des Q&A. Mais du coup, c'est un épisode en soi. C'est pas une réponse à une question, c'est plutôt une réponse. C'est plutôt un développement d'une rente, d'un petit coup de colère, d'un petit coup de oh zut, hein, parce que bon, la colère c'est un peu fort, mais non, c'est pas fort. Je suis vraiment en colère, parfois. En l'occurrence, c'est une colère que j'ai eue il y a 10-15 jours sur Instagram après une conversation avec un client. Une colère envers les kinés et les médecins qui, quand on sort de chez eux, on se sent encore plus vulnérable, on se sent encore moins empowered, on se sent fragile et on se sent moins confiant avant d'y être allé, en fait, avant d'avoir eu la session avec eux. Et c'était le cas de cette personne qui est allée voir son kiné et qui en est ressortie un peu paniquée, on va dire, parce que la kiné ou le kiné était très dramatique, était très alarmiste sur son état. Et moi, ça me rend triste, en fait. Ça me rend très triste parce que je l'ai vécu moi-même, en fait. Je l'ai clairement vu plein de fois, d'aller chez un médecin et puis de ressortir de là et de me dire, bah, je vais jamais guérir ou ça n'ira jamais mieux et d'avoir eu, en fait, cette idée implantée dans mon cerveau par le médecin ou par le kiné que mon corps est fragile et que voilà, je l'ai maltraité ou j'ai fait une erreur ou quelque chose s'est passé qui est pas ma faute, mais qui en tout cas fait que je ne vois pas d'issue, je n'ai pas l'impression que je peux aller mieux un jour. Et je trouve que c'est une faute professionnelle terrible de la part de ces gens-là, ouais, du corps médical, et une démonstration de leur ignorance, en fait, du pouvoir de nos attentes, de nos croyances sur notre guérison. Parce que nos attentes, nos croyances sont une part énormissime de notre guérison, du fait d'aller mieux, en fait, du fait oui, de notre guérison, tout simplement. Si on pense que notre corps est fragile et que n'importe quel mouvement peut empirer les choses, qu'est-ce qui se passe? Ben, on devient tendu, en fait, notre corps se tend, nos muscles se tendent, on se tend tout simplement parce qu'on a peur, parce qu'on est dans cet état de peur et oui, de crainte que quoi qu'on fasse, ça va empirer les choses. Et du coup, on n'ose plus rien faire, on n'ose plus rien faire, on n'ose plus bouger déjà. Ce qui est, enfin, le fait de bouger est extrêmement important pour récupérer, pour guérir, parce que notre corps a besoin de la circulation, du sang qui circule et voilà, d'avoir une bonne circulation pour ramener les choses, pour nous permettre de guérir. Et on est stressé, bien sûr qu'on est stressé, on a peur, on est dans cet état de stress, donc ça augmente l'inflammation dans le corps. Et oui, et puis on n'ose plus rien faire, on a peur, on est dans cet état de panique un peu en soi, qui n'est clairement pas bon pour la guérison, pour récupérer, pour aller mieux, pour avoir confiance en soi, en son corps et oublier qu'on a cette douleur. Parce que pareil, c'est souvent accompagné de douleur, tout ça. Et la douleur, c'est un signal, si vous avez suivi un peu aussi ce que j'ai dit et ce dont j'avais parlé au sujet de la douleur, la douleur, pardon, c'est un signal de notre cerveau qui se sent menacé. Donc si on se sent menacé parce qu'on a peur d'empirer les choses, bah, notre cerveau, il envoie encore plus de douleur et la douleur est magnifiée voilà, et on est dans un cercle vicieux qui fait que, bah, effectivement, on ne va pas aller mieux. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice comme ça qui fait que on ne va pas mieux parce que on a peur de ne pas aller mieux. Et je l'ai clairement vécu, je vous parle régulièrement de cette douleur chronique que j'avais au poignet, je l'ai eu pendant plus de 2 ans et je ne comprenais pas, il y avait aucune logique, en fait, à ma douleur. Il y avait aucune logique. Quoi que je fasse, ça n'allait pas mieux. Je me suis dit: «Bon, je vais complètement arrêter d'utiliser ma main
et la laisser se reposer, la douleur devenait encore pire. OK, bon, bah, je vais faire comme si j'avais pas mal et je vais faire tout comme avant et voilà, je vais complètement ignorer la douleur. C'était encore pire et il y avait je ne voyais aucune issue et j'allais voir des médecins, des kinés, des orthopédistes, des traumatologues, des trucs, des machins. J'ai eu des injections, j'ai eu des crèmes, j'ai eu des orthèses, des choses et des trucs et rien n'allait mieux et c'est seulement, en fait, quand j'ai vu un énième traumatologue oui, j'ai fait des IRM, tout ça, et on m'a dit: «Mais il y a rien, il y a pas grand-chose, c'est une petite inflammation, on comprend pas pourquoi vous allez mal». «Oui, mais j'ai mal». Hem et c'est finalement, quand j'ai vu un traumatologue qui m'a dit, heu: «Arrêtez avec les orthèses, arrêtez avec les anti-inflammatoires, heu, vous allez aller mieux, il y a pas de souci. Je comprends tout à fait, que vous» enfin, en fait, il m'a écoutée. En fait, voilà, il m'a écoutée et il m'a pas dit que que je m'inventais des problèmes et que j'avais aucune raison d'avoir mal. Et il m'a fait me sentir écoutée et il m'a rassurée et boum, ma douleur a disparu. Alors, je pense que voilà, qu'il y a beaucoup de choses à revoir déjà au niveau, ça c'est un sujet en soi, mais au niveau de l'éducation du corps médical, et de leur donner un peu plus de people skills, de de travailler le relationnel et l'écoute, et qu'ils auraient des résultats bien plus positifs avec leurs patients, leurs clients. Mais il y a aussi cette idée de l'importance de nos attentes. J'ai complètement digressé par rapport à où je voulais aller, mais pas vraiment, en fait. Enfin, j'ai juste, voilà, j'ai fait une petite aparté par rapport à la douleur et par rapport à mon expérience, parce que je veux vraiment mettre l'accent sur l'importance des attentes et du pouvoir de notre cerveau sur notre santé et sur notre bien-être. On sait on sait vraiment très, très peu, en fait, sur le cerveau. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a commencé à être étudié, mais en tout cas au XXe siècle, ça a été vraiment l'explosion. On a compris qu'on ne savait rien et que le cerveau est extrêmement important, et il y a plein, plein d'études qui ont été faites qui sont incroyables depuis le début du XXe siècle, et on se rend compte qu'on ne sait rien et que le cerveau est beaucoup plus puissant que ce qu'on soupçonne. Et ça a commencé avec une étude que j'adore et que j'ai envie de partager avec vous, qui est une étude, enfin, qui est quelque chose enfin, pardon, c'était pas une étude vraiment. Ils se sont rendus compte pendant la Première Guerre mondiale que que évidemment, vous savez un peu quelle boucherie ça a été la Première Guerre mondiale. Les soldats étaient blessés, avaient des membres arrachés, avaient besoin de beaucoup d'antidouleurs, et c'était de la morphine, qu'on leur donnait, et malheureusement, assez rapidement, ils arrivaient à court de morphine, et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils donnaient une solution saline à la place de la morphine, quand ils faisaient croire aux soldats qu'ils leur injectaient de la morphine, mais en fait, c'était une solution saline parce que c'était une morphine, heu, la douleur des soldats baissait quand même. Et ils se sont rendus compte également que le cerveau des soldats produisait sa propre morphine pour calmer la douleur, parce que les soldats étaient persuadés qu'ils avaient reçu de la morphine, donc le cerveau en produisait lui-même, et je trouve ça assez incroyable. C'était le début de l'effet placebo, des études sur l'effet placebo. Mais voilà, les soldats n'avaient reçu aucune morphine, mais ils étaient tellement convaincus qu'ils en avaient reçu et que leur douleur allait diminuer, que le cerveau s'occupait de produire la morphine. On le voit aussi d'ailleurs souvent, enfin souvent, vous allez voir ce que je raconte après. On le voit pas souvent, mais ça se voit chez les junkies qui commencent à ressentir le high alors qu'ils sont juste en train de préparer leur drogue, leur héroïne, par exemple. Le cerveau déjà s'attend à recevoir de l'héroïne, donc il commence déjà à en produire dans le cerveau, en fait, à en produire lui-même pour déjà ressentir le high. Donc voilà, j'espère que vous le voyez pas souvent, que voilà, je vous le conseille pas, mais c'est quelque chose qui a été constaté, voilà, chez les junkies. Donc voilà, ça commence
à vous montrer à quel point le cerveau est puissant et à quel point l'effet de nos attentes, donc par exemple avec l'effet placebo et autres, est important. Et je veux bâtir là-dessus pour vous parler de notre perception et de l'importance de notre perception et de nos attentes par rapport au fait de devenir vieux. C'est un sujet dont je parle assez souvent parce que j'entends beaucoup ça autour de moi dans le cadre de mon travail, de gens qui disent ah, je deviens vieux, j'ai mal partout. Et non, évidemment non, c'est pas une fatalité. Quand on devient vieux, on n'a pas nécessairement mal partout et surtout pas quand on a juste 30-40 ans, en fait. C'est pas voilà, c'est pas une fatalité du tout. On peut inverser la tendance, on peut revenir en arrière et réparer un peu des dégâts qu'on a causés parce que ce n'est pas normal d'avoir mal quand on vieillit. En tout cas, pas autant et pas si jeune. Et surtout, c'est hyper important de revoir notre perception de la vieillesse parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que si on pense que quand on vieillit, on va diminuer physiquement, on va diminuer mentalement, on va avoir mal, voilà, si on a une perception négative de la vieillesse et du fait de vieillir, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de soucis médicaux, de soucis, voilà, de ce ralentissement. Et ça va être encore une fois une prophétie autoréalisatrice. Et j'avais envie de vous parler du coup de cette étude qui a été publiée en 2002, où en fait ils ont suivi des gens qui avaient eu 50 ans en 1975, et ils les ont ensuite suivis pendant plusieurs décennies ensuite. Et en 1975, quand ils avaient 50 ans, ils leur ont posé plein de questions pour déterminer leur perception de la vieillesse, de voir s'ils avaient une perception plutôt positive ou plutôt négative du fait de vieillir. Donc avec des questions comme dites-nous si vous êtes d'accord avec ces affirmations. Quand on vieillit, on ralentit. Quand on vieillit, on a plus de douleur. Quand on vieillit, on perd en énergie. Quand on vieillit, etc. Et donc, plein de questions comme ça variées pour déterminer s'ils voient la vieillesse comme un naufrage, je dirais le général de Gaulle, ou plutôt comme un moment où on a plus de temps libre, où on peut faire plein de choses parce qu'on est à la retraite, etc. Donc, ils ont demandé quand ils avaient 50 ans, ils les ont classés en 2 groupes, donc une perception positive ou une perception négative, et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient une perception positive de la vieillesse avaient vécu en moyenne encore 22,6 ans, donc ils avaient vécu en moyenne jusqu'à 76 ans et demi. Pardon, 22,6, c'est pas ça du tout, 72 ans et demi. Et les gens qui avaient une perception négative de la vieillesse avaient encore vécu seulement 15 ans. Donc 7,5 ans de moins que ceux qui avaient une perception positive de la vieillesse. Donc, et bien sûr, ils ont contrôlé toutes les autres variables autour, le statut social, etc. Donc, le fait simplement d'avoir une perception négative du fait de vieillir a fait qu'ils ont eu beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de choses comme ça, parce qu'ils s'attendaient à avoir plus de maladies, ils s'attendaient à diminuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont diminué. Et ils sont morts 7 ans et demi plus tôt. Et on peut aussi imaginer, bon là c'est une extrapolation que je fais peut-être, mais on peut aussi imaginer que les gens qui ont vécu 22 ans de plus, avec leur attitude positive, ont eu une vie de bien meilleure qualité, avec une attitude, un état d'esprit beaucoup plus positif et plaisant au quotidien, que ceux qui attendaient la mort, en fait, qui attendaient la sénilité et la décrépitude et la mort. Donc je trouve ça très important de garder à l'esprit, de se dire, ok, mon attitude, ma perception des choses influe et a une influence, une importance primordiale sur ma vie en général, ma santé, aussi bien physique que mentale. Et ils ont même d'ailleurs vu que ça pouvait même contrer la prédisposition à avoir Alzheimer. C'est-à-dire que
Pour expliquer les choses assez simplement, on ne sait pas exactement, on ne comprend pas exactement la cause d'Alzheimer, ce qui fait que quelqu'un déclenche Alzheimer ou pas, mais on sait qu'il y a plusieurs, qu'on peut avoir un terrain plus ou moins fertile, qu'il y a une composante génétique à Alzheimer. Si votre grand-mère et votre père ont eu Alzheimer, vous avez plus de chances de l'avoir vous-même. Et il y a une mutation d'un gène qui fait que voilà, on a plus ou moins de chances d'avoir Alzheimer ou pas. Et ils ont vu qu'en fait, les gens qui avaient une attitude positive de la vieillesse n'avaient pas davantage Alzheimer, alors qu'ils avaient ce gène qui les prédisposait à l'avoir. Donc on peut se dire que waouh, ok, notre attitude et notre positivité par rapport à la vieillesse, notre perception de la vieillesse peut même nous protéger de maladies dégénératives telles que Alzheimer. Donc c'est ouf. Et, de manière générale, si on se voit comme fragile, comme lent, comme faible, si on imagine voilà, que plus on vieillit, genre ah maintenant j'ai 50 ans, maintenant j'ai 60 ans, donc je suis forcément plus faible, plus vieux, plus lent, plus tout. Euh, Quand on va être face à un challenge, à quelque chose qui va tester nos capacités, on va plus avoir tendance à voir ce challenge comme une menace, en fait, puisqu'on se dit, oh non, je suis faible et fragile, c'est une menace à mon intégrité, alors que si on se disait, ben non, si on se disait, ben non, c'est bon, je suis encore en forme et tout, on le verrait ça comme un challenge sympa, comme, oh, je vais une possibilité de montrer qu'on est encore en forme. Et du coup, si on le voit ça comme une menace, alors ça augmente notre réponse de stress. Évidemment, on va être stressé, on va se dire, oh non, voilà, comme tout à l'heure, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le message que les kinés nous envoient de temps en temps. Et du coup, le fait d'avoir davantage cette réponse de stress, ça a un impact, et ça on le sait bien évidemment, énorme, le fait d'être stressé sur notre santé à long terme, à court terme et à long terme, surtout à long terme. Et ça rend encore une fois cette prophétie autoréalisatrice. Et d'ailleurs, c'est une autre étude qui avait été faite, c'est la dernière dont je vous parlerai aujourd'hui, mais c'est assez important aussi, parce que le résultat est assez ouf. Ils ont remarqué que les gens qui avaient une perception négative de la vieillesse avaient une augmentation de 40% du cortisol entre leur anniversaire à 50 ans et à 80 ans. Donc leur taux de cortisol, cette hormone du stress chronique dans le sang, dans le corps, augmentait de 40% entre 50 et 80 ans quand ils avaient une perception négative de la vieillesse. Et les gens qui ont une perception positive de la vieillesse, du fait de vieillir, ils ont remarqué chez eux une diminution de 10% de cette hormone-là. Les gens étaient moins stressés, ils avaient moins de cortisol à 80 ans qu'à 50 ans quand ils avaient une perception positive de la vieillesse. Ça fait une différence de 50% en tout. Et 50% de cortisol, c'est énorme parce que l'impact du cortisol à long terme, c'est tout ce qu'on vous raconte sur la raison pour laquelle le stress est si mauvais pour la santé, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est vraiment le cancer, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter pour pouvoir vieillir de façon saine et healthy. Et voilà, avec un bien-être physique et mental. Donc voilà, donc alors tout ça d'ailleurs, ces dernières choses dont je vous parle, ça vient d'un bouquin que j'écoute, que j'ai quasiment terminé sur Audible. C'est d'ailleurs gratuit sur Audible, donc je vous le recommande si c'est le genre de choses qui vous intéresse, si vous aimez nerder là-dessus. Ça s'appelle The Expectation Effect, et c'est je sais plus qui, de David Robson. Et il parle comme ça de plein d'études qui nous enfin qui moi m'ont vraiment complètement blowé my mind parce que parce que ça démontre vraiment le pouvoir du cerveau, de nos attentes sur tout ce qu'on fait, sur absolument tout, sur notre
performance et sur notre santé, sur tout, tout, tout. Et c'est hyper intéressant, je trouve que c'est fascinant. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et de vous encourager du coup à développer une attitude beaucoup plus positive envers le fait de vieillir. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'évidemment, notamment dans la société actuelle et toujours d'ailleurs, on voit la vieillesse comme dit, comme un naufrage, comme voilà, on a une glorification de la jeunesse, mais c'est hyper important de garder à l'esprit que non, c'est pas une fatalité, la maladie et la, la diminution, c'est pas du tout une fatalité. On peut très bien bâtir notre confiance en nous, notre confiance en notre corps et tout le monde travaille autour du self-care et du yoga, c'est exactement avec cette visée-là, en fait, cet objectif de vous donner confiance en vous et de continuer à prendre soin de vous et à vous assurer de rester en bonne santé et à vous sentir bien mentalement et physiquement aussi longtemps que possible parce que c'est complètement possible. Voilà. Si je peux vous aider avec ça, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message. Tout est dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous retrouve certainement ce vendredi avec un Q&A. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.